Échos. Alors, vous qui nous écoutez, c'est un aventurier, un vrai, que j'ai le plaisir de recevoir pour vous ce matin sur Europe 1. Bonjour Nicolas Vanier. Bonjour. Bienvenue, merci d'être avec nous. Vous êtes l'aventurier du Grand Nord, écrivain aussi, réalisateur. Vous publiez ces jours-ci chez XO Éditions votre dernier livre. C'est un roman, ça s'appelle C'est le monde à l'envers, point d'exclamation. Un roman qu'on pourrait qualifier de, allez, si je devais donner un genre de pré-apocalyptique, d'une certaine manière. C'est l'histoire de Stanislas, c'est un trader parisien. C'est le haut du panier de la société, mais voilà que la société va pas très bien. Toutes les crises qui couvaient depuis des années, sociales, climatiques, écologiques, migratoires, subitement s'emballent et vont se conjuguer les unes aux autres. Bref, c'est le grand effondrement, un peu comme dans les livres de Pablo Servigne ou de Jared Diamond. Il faut quitter Paris, c'est l'exode, et on part dans le Morvan. Alors, je m'arrête là pour pas déflorer davantage l'intrigue. Alors, voilà, ce livre, Nicolas Vanier, c'est quoi? C'est l'histoire d'un retour à l'âge de pierre? C'est une première partie, je crois malheureusement parfaitement crédible, parce qu'on ne peut pas continuer à vivre comme ça. On consomme en 8 mois ce que la Terre produit en 12, le réchauffement climatique. Une première partie que j'ai racontée pour pas que ça arrive, bien évidemment. C'est les 30 à 40 premières pages là que j'ai données. Voilà, seulement, avec une seconde partie, on va dire beaucoup plus joyeuse, parce que déjà ça crée pour mes personnages, dont ce trader riche à millions qui se croit du coup à l'abri de tout et qui du jour au lendemain se retrouve sans rien, parce que de l'argent aujourd'hui c'est une ligne électronique et le jour où Internet disparaît, on n'a plus rien. Voilà, d'un coup il n'y a plus Internet, la bourse s'effondre, ferme, donc, etc. Très rapidement, et on sait comme les réflexes humains sont ce qu'ils sont, qu'en l'espace de quelques minutes, tout le monde se rue sur les magasins, l'essence, que tout s'arrête. Voilà, donc c'est cette première partie, malheureusement encore une fois, que je raconte, qui me semble parfaitement crédible, et toute une seconde partie, beaucoup plus joyeuse, parce que ça crée des situations très drôles, avec effectivement des valeurs qui sont le retour à une certaine solidarité, parce que ces personnes se rendent compte que pour pouvoir vivre, il va falloir, contrairement à ce qui se passe, on va dire, au début du roman, il va falloir s'entendre. Mais alors pourquoi ce titre Le monde à l'envers? Déjà parce qu'il me semble bien à l'envers actuellement avec tout ce qui se passe. Ah oui, donc le monde à l'envers, c'est pas après l'effondrement. Non, mais c'est le monde à l'envers, parce que ça peut être pris, on va dire, de deux façons, que ce soit dans la première partie ou dans la deuxième partie, sachant que effectivement toute cette deuxième partie, elle se base sur une réflexion aussi qui est que quel monde on va devoir construire demain, sur quelles valeurs, pour ne pas répéter bien évidemment ce qui aboutirait à cette situation dont on a commencé malheureusement à voir les prémices cet été par exemple. Alors voilà, justement, effectivement, parce que le point de départ, la manifestation la plus frappante au début du livre, c'est une canicule terrible, et c'est exactement ce que l'on vient de vivre. Alors tout le monde vous pose la question en ce moment, est-ce que vous avez devancé quelque part l'actualité et l'ambiguïté du livre aussi? On a l'impression que cet effondrement, comment dire, on sent que c'est une tragédie. Mais est-ce que vous le désirez pas un petit peu, Nicolas Vanier? Non, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. Je ne souhaite pas ça. Ce que je souhaite, c'est qu'on se réveille. Et effectivement, ce qui s'est passé cet été, encore une fois, qui n'est rien à côté de ce qui va se passer dans 15 ou 20 ans. C'est pas moi qui parle, là, c'est des scientifiques qui sont dotés de moyens extrêmement importants aujourd'hui, qui nous font des simulations, qui d'ailleurs se sont révélées parfaitement exactes. Ce qu'ils nous ont dit il y a 5 ans, c'est produit très exactement, avec toutes ces anomalies climatiques qui vont se multiplier, qui vont avoir des conséquences absolument dramatique. Et donc voilà, tout ça, bien évidemment que je ne le souhaite pas. Ce que je souhaite, c'est qu'on se réveille enfin. Et encore une fois, c'est pas moi qui parle, les scientifiques nous disent qu'on a 15 ans. 15 ans, c'est rien. J'ai réécouté dernièrement le discours de Jacques Chirac, j'y étais d'ailleurs à l'Élysée, qui demandait une gouvernance écologique mondiale et qui disait grosso modo la Terre brûle, il faut se réveiller, nous regardons ailleurs. Et il s'est rien passé, pas grand-chose. Donc effectivement, aujourd'hui, il faut se réveiller. Et j'ai l'impression qu'on commence un petit peu quand même à se réveiller au regard effectivement de ce que l'on vit, de ce que les gens ont vécu enfin, en vrai. Parce qu'on nous annonçait des choses qui paraissaient peut-être un petit peu abstraites. Et là, on se rend compte que ça devient plus que du concret. Mais alors quand Emmanuel Macron parlait à la fin de l'été de la fin de l'abondance, de la grande bascule avec un grand G et un grand B, comment vous comprenez ces mots-là? D'abord, il a parfaitement raison. Maintenant, j'ai profondément regretté qu'ils ne disent pas plus combien, effectivement, pendant toute cette période d'abondance, s'étaient creusés les écarts. Parce que qui a profité de l'abondance? C'est finalement 10, 15, 20% de la population. Et encore, je suis, je crois, très optimiste. Donc effectivement, il faut siffler la fin de la récréation. Mais moi, je déteste tous ces écolos, on va dire, qui nous parlent de punition, de restriction, tous ces mots anxiogènes, alors même qu'on vit une période compliquée. On voit que lorsqu'on met en place, et c'est des choses
choses que j'ai fait concrètement dans la production de mes films, avec des grandes entreprises que je pourrais citer, en créant un écoquartier à la Défense. On voit que lorsqu'on met les solutions qui sont à notre disposition pour baisser l'empreinte écologique d'une entreprise, d'un projet, on va pas vers du moins bien vivre, on va souvent vers du mieux vivre. J'aime bien cet exemple qu'on pourrait multiplier à l'infini, mais aujourd'hui c'est criminel de manger des fraises en hiver, c'est fini. Et c'est un vrai plaisir que d'attendre le mois de juin pour avoir enfin des bonnes fraises françaises qui viennent pas de l'autre bout du monde et qui abîment la planète. Voilà, alors il y a des gens qui nous écoutent qui vont dire oh, cet exemple, voilà, c'est une goutte d'eau, mais on peut multiplier ça à l'infini. Il faut un comportement vraiment responsable aujourd'hui, voilà, du consommateur. Alors quand vous parlez, parce que vous êtes un écolo, même si vous dites les partis écologistes, vous, c'est pas votre tasse. Mais regardez un petit peu, vous dites souvent le consommateur, c'est lui le roi, c'est lui qui a les clés de la situation, mais regardez ce qui se passe, la Fluxcam, la honte de voler, les campagnes contre l'obsolescence programmée, toutes ces marques responsables. On voit que la consommation est en train de se moraliser. Même les consommateurs, ils veulent une auréole au-dessus de la tête d'une certaine manière par leur consommation. Tout ça, c'est formidable parce que hier, les entreprises faisaient un petit peu, voilà, du greenwashing, se disaient bon, il faut faire quelque chose. Aujourd'hui, une grande partie d'entre elles le font parce qu'ils se rendent compte que le consommateur est en train d'évoluer de façon exponentielle et que s'ils agissent pas et vite, ils vont perdre des parts de marché. Et c'est un signal formidable. Et c'est un signal de plus qu'on envoie encore une fois au consommateur qui a ce pouvoir, on va bientôt rentrer dans les périodes de Noël, de pénaliser, par exemple, parce que j'aime les exemples concrets, pénaliser tous ces produits qui sont emballés, suremballés, énergivores, qui détruisent la planète. Et à l'inverse, de favoriser tous ces produits qui, du coup, sont de plus en plus nombreux, qui sont voilà, respectueux de cette petite planète qui a besoin qu'on soit responsable. Je reviens à votre livre, Le Monde à l'envers. C'est précisé sur la couverture qu'il va y avoir le film. Oui, on est en train de préparer le tournage du film qui va commencer là, dans le Morvan, et puis à Paris cet automne et cet été. Et effectivement, je suis très content de ça. C'est un film en circuit court, c'est un film local. C'est un film où on va essayer, j'aime pas ce mot, mais d'être le plus exemplaire possible. Et où on va d'ailleurs, par exemple, très concrètement, à la fin de ce film, éditer voilà, une sorte de livret, je ne sais pas comment on peut appeler ça, pour que toutes les productions puissent s'appuyer sur ce qu'on a mis en place et depuis longtemps, qu'on va essayer d'améliorer au mieux, le plus que l'on peut, de façon à ce que effectivement les productions de films qui sont aujourd'hui parfois très énergivores puissent s'appuyer sur notre exemple. Voilà, le pionnier du Grand Nord, Nicolas Vanier, bientôt pionnier du cinéma responsable. Merci d'être venu nous voir ce matin sur Europe 1. Je redonne le titre de votre dernier livre, Le Monde à l'envers, point d'exclamation. C'est paru ces jours-ci chez XO Éditions. Merci Nicolas Vanier. Merci à vous, bonne journée à tous.